La prise en charge des lymphomes repose en grande partie sur des traitements dits médicamenteux, comme la chimiothérapie. Dans quel contexte est-elle prescrite? Quels sont les différents effets indésirables? Pour aborder ces sujets, je reçois le docteur Sylvain Choquet. Il est chef de service d'hématologie à la Pitié-Salpêtrière. Docteur Choquet, bonjour. Bonjour. Nous allons parler de la chimiothérapie dans le cadre du traitement du lymphome. Quand est-ce qu'elle est prescrite? Dans quelles conditions? Comment ça fonctionne? Alors, la première chose, c'est qu'on ne traite pas tous les lymphomes. On en a parlé dans la petite vidéo sur l'ensemble des lymphomes. Si on décide de traiter le lymphome, la chimiothérapie est presque toujours indiquée, en tout cas en première ligne. Chimiothérapie, c'est un terme assez vague, chimique, on a le terme dedans, et le point commun, c'est que ça va attaquer l'ADN. Il y en a très rares qui jouent sur les protéines, mais c'est essentiellement ça le point commun. Alors que l'immunothérapie, c'est autre chose, ça ne va pas attaquer à l'intérieur de la cellule. Ça, c'est le point. Après, un peu comme une infection sévère avec bactéries, si je mets un seul produit, un seul antibiotique, je risque d'avoir des résistances. Si j'en mets un deuxième en même temps, je diminue les résistances. La chimio, c'est pareil. Sauf exception, c'est très rare qu'on ait un seul médicament qui permette de guérir. Donc on va faire des associations avec des chimiothérapies qui ont des mécanismes différents, qui sont de familles de chimiothérapies qui sont différents. Et ensuite, pour qu'on se souvienne, on va donner une lettre pour chaque chimio, pour faire des sigles, pour qu'on puisse parler de la même chose d'un pays à l'autre. Exemple, la chimiothérapie qu'on donne le plus souvent dans un lymphome B différentes cellules le plus fréquent, c'est ce qu'on appelle le R-CHOP. Alors le R, c'est pas de la chimio, c'est un anticorps, mais le CHOP, chaque lettre correspond à quelque chose. Le C, c'est cyclophosphamide, le H, amidose, c'est hydroxyadriamycine, le O, c'est oncovin, et P, c'est prednisone. Donc on va pas tous les faire, mais à chaque fois, c'est des petits sigles comme ça, compliqués pour les patients. Mais par contre, si il dit j'ai ce type de chimio, il pourra parler de la même façon à un autre médecin dans un autre centre ou à un autre patient qui a éventuellement le même type de maladie. Donc, les chimios, presque toujours plusieurs. Le rythme est variable. Il y en a qui vont être toutes les 3 semaines, d'autres toutes les 4 semaines, d'autres tous les 15 jours. Donc ça, c'est important. Plus je sers, plus je suis efficace, plus je suis toxique. Donc ça, c'est le passé. Nos, je dirais pas ancêtres, c'est un peu exagéré, qui ont fait ces études-là pour dire qu'est-ce qui est le mieux. C'est vrai qu'on fait moins d'études maintenant sur la chimiothérapie, on fait plutôt sur les nouvelles molécules. Mais on garde cet avantage-là. Il y a des gens, par exemple, qui ont fait les CHOP tous les 14 jours, quand on n'avait pas l'anticorps. En fait, le 21 jours avec l'anticorps fait aussi bien. Donc c'est tout un ensemble de cycles pour avoir un langage particulier. Et puis après, évidemment, ce qu'il y a à côté, ce sont les toxicités qui vont être variables en fonction des différentes chimios utilisées. Du coup, est-ce que la chimio, elle peut être combinée à de la radiothérapie? Alors, très honnêtement, pour les lymphomes, très rarement. Alors, très rarement, surtout pour les Français, parce qu'il y a certains pays, les Allemands, les Espagnols, aiment bien faire des compléments par des radiothérapies. En France, on y croit peu. Pourquoi? Parce que la chimio suffit. Il y a une exception notable, qui est le lymphome de Hodgkin. Lorsqu'il est relativement localisé, la radiothérapie a un rôle majeur. Dans tous les autres lymphomes, on n'utilise quasiment jamais, sauf pour aider une douleur, quelque chose de palliatif ou chose comme ça. Donc en fait, oui, pour les oncologues qui connaissent beaucoup mieux que nous les drogues qui s'associent bien ou qui sont contre-indiquées, pour nous, dans l'immense majorité des cas, on n'a pas besoin de l'associer à la radiothérapie. Quels sont les principaux effets secondaires auxquels s'attendre dans le cadre de la chimiothérapie? Alors ils sont variables, ils ne sont pas toujours là. Ceux qui sont le plus fréquents, c'est une toxicité sur les cellules hématopoïétiques, c'est-à-dire les globules. Votre prise de sang, et vous avez les globules blancs, les globules rouges, les plaquettes qui sont dessus. Presque toutes vont les faire baisser. Et il y en a qui vont les faire baisser plus que d'autres et plus longtemps que d'autres. On appelle ça l'aplasie. Dans la période d'aplasie, on n'a pas beaucoup de globules blancs, on est plus fragile pour développer des infections. Alors, ce n'est pas le microbe qu'on va attraper à droite ou à gauche. Dans plus de 90% des cas, ce sont nos propres microbes. On a plus de microbes que de cellules dans l'organisme. Et comme la chimio a un peu fragilisé, soit les muqueuses, soit le tube digestif, il y en a quelques-uns qui passent. Normalement, ils sont détruits par le système immunitaire. Là, il n'est plus là pendant quelques jours et on va faire de la fièvre. Donc l'infection, c'est nous ce qu'on craint le plus, mais on sait que ça peut arriver. Donc quand on a une chimiothérapie qui peut donner une aplasie, qui peut donner de la fièvre, on donne systématiquement une ordonnance avec des antibiotiques à prendre s'il y a de la fièvre. Mais juste avant, il faut que le patient nous appelle, alors soit le médecin de garde, soit la journée le médecin, pour qu'il puisse dire là ça a l'air un peu sérieux, venez à l'hôpital. Ou non, c'est pas sérieux, commencez les antibiotiques, ou même dans certains cas, pas besoin d'antibiotiques. Donc on a quand même une sécurité, mais ils ont les antibiotiques à la maison. Ça c'est très fréquent et c'est ce qu'on aime le moins. Après, on peut faire baisser l'hémoglobine un peu trop basse, on peut avoir besoin de transfusion, parce qu'on est fatigué quand on n'a pas ce qu'on appelle une anémie. Ou bien, quand ça descend peu, on peut donner de l'érythropoïétine pour stimuler et fabriquer plus de globules rouges. Alors je dis où, mais souvent on peut l'associer. Et puis l'érythropoïétine peut diminuer l'intensité des transfusions
ou même les supprimer complètement. Et puis il y a les plaquettes aussi qu'on transfuse. Si on n'a pas assez de plaquettes, on peut saigner, surtout si on a de l'aspirine dans ces traitements, des anticoagulants. Donc on va avoir des seuils de transfusion qui sont différents selon le traitement du patient. Et puis il y a ceux que souvent les gens connaissent, dans les films, dans les livres, sont les nausées-vomissements, qui sont en fait assez rares, avec des thérapeutiques très puissantes qu'on a actuellement, mais c'est pas zéro. Il y a des gens qui vont avoir plus de nausées, pas parce que la chimio est plus nauséeuse, mais parce qu'ils ont une prédisposition. Il y avait cette histoire d'odeur qu'on a quand on vient à l'hôpital, les gens ils ont déjà la nausée en arrivant avant même qu'on injecte le produit. La chute des cheveux, c'est variable selon la chimio. C'est très important, surtout pour les femmes, parce que c'est quelque chose qui marque. Dans 100% des cas, ça revient. Souvent avec une chevelure qui est de meilleure qualité, d'ailleurs. Alors même si on dit ça, en général, ça traumatise, mais ils sont contents quand les nouveaux cheveux arrivent derrière. Il faut prévenir, c'est important. Et puis, on va discuter possibilités de couverture des cheveux, ordonnances pour faire des prothèses capillaires. Donc ça, il n'y a pas trop de soucis. Les douleurs, pas beaucoup. L'hématologie est rare, enfin, en tout cas dans les lymphomes, c'est pas une maladie où on va avoir mal. On peut être fatigué, on peut avoir des infections, mais en général, on a pas mal. Alors là, j'ai fait les principaux. On peut avoir aussi des problèmes neurologiques, comme la vincristine dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est un petit picotement dans les pieds, dans les mains. C'est important de le dire au médecin, parce que si on ne le dit pas, après, ça va continuer à être plus important et puis à pouvoir rester de façon définitive. Outre les possibilités dont vous nous avez déjà parlé, est-ce qu'on peut anticiper ces effets indésirables ou en tout cas les apaiser? Alors oui, si on les reprend un peu dans l'ordre, anticiper, c'était la fièvre pendant la période d'aplasie, c'est l'ordonnance d'antibiotiques et le fait d'appeler le médecin quand on va avoir de la fièvre. Pour ce qui est de l'anémie, c'est l'érythropoïétine, donc ce sont des injections sous-cutanées pour éviter que ça baisse de trop. Donc il y a beaucoup de patients, ils n'auront jamais de transfusion parce qu'on réussit à maîtriser les choses. Les plaquettes, on n'a pas le droit actuellement d'utiliser des produits pour prévenir, dans le cas des chimiothérapies, peut-être dans l'avenir, mais pas actuellement, donc c'est transfusion de plaquettes. Ça, il n'y a pas d'autres possibilités. Les globules blancs, on donne systématiquement, pour les chimios qui les font baisser de façon importante, des stimulants, qu'on appelle les facteurs de croissance, ou GCSF, qu'on va faire tous les jours pendant quelques jours, ou bien une fois, et puis comme ça va durer pendant toute la période d'aplasie. Donc ça, c'est du préventif. Les nausées, c'est pendant la chimio, on va donner des médicaments très forts pour les éviter, et souvent quelques jours après. Chute des cheveux, il n'y a rien de préventif, sauf dans le lymphome de Hodgkin. Alors pourquoi? Parce que les autres lymphomes, on pense qu'il peut y avoir des cellules un peu partout, notamment dans le cuir chevelu, donc il faut qu'on les atteigne. Et dans le Hodgkin, en général, il y a très rarement dans le cuir chevelu, donc on peut mettre le casque réfrigéré. Donc c'est une technique qui vient des oncologues, qu'on n'a pas inventé nous en hémato. Alors ça, c'est désagréable parce que c'est très froid sur la tête, on le garde pendant la perfusion, et c'est tout simple, le mécanisme, ça serre les vaisseaux, donc la chimio, elle passe pas dans le cuir chevelu, et elle va partout ailleurs. On le fait que dans le Hodgkin, pas dans les autres lymphomes, parce qu'on a peur qu'il y ait les cellules. Et donc ça permet de limiter la perte de cheveux? Et ça permet de limiter la perte de cheveux. Malheureusement, le Hodgkin étant relativement rare, souvent, pour les traitements classiques, type AirShop, les gens vont perdre soit en partie, soit complètement les cheveux. Et puis ça repousse. Est-ce que vous pouvez nous parler de la technique de greffe des cellules souches? Oui, bien sûr. Alors, il faut faire attention dans les termes, parce qu'il y a ce qu'on appelle l'autogreffe et ce qu'on appelle l'allogreffe. Les mots sont très proches, la technique est très différente, et ce qu'on veut, le but, est totalement différent en fait. On va commencer par le plus simple, l'autogreffe, qu'on utilise assez souvent, peut-être de moins en moins dans les lymphomes. Auto, soi-même, greffe, on va injecter quelque chose. Les cellules souches, c'est ça qu'on va injecter. Donc, dans l'autogreffe, on va recueillir à un moment donné les cellules souches qui normalement sont dans la moelle. Donc, il y a une vingtaine d'années, on allait au bloc opératoire prélever de la moelle pour congeler. Depuis, on est un peu moins barbare et on évite ça. Au moment où les gens ont la chimiothérapie, ils vont baisser leurs globules et puis 10-12 jours après, ils vont remonter dans le sang. Et pendant 2-3 jours, les cellules souches vont passer dans le sang et ensuite disparaître. C'est à ce moment-là qu'on va essayer de les attraper avec des machines, qu'on appelle la cytaphérèse, où ça part d'un bras, ça passe dans la machine et ça revient de l'autre bras, et la machine trie et garde ces cellules souches. Pas besoin d'anesthésie générale, vous voyez, c'est un peu un gain, c'est une demi-journée, 4 heures à peu près pour prélever ces cellules souches et on les congèle. Ensuite, quand on pense que le lymphome c'est une bonne indication, bien sûr on ne va pas le faire, c'est au bon moment, et bon moment c'est quoi? C'est bonne réponse du lymphome, c'est-à-dire qu'il ne reste rien ou quasiment rien, on va faire une chimio qui est forte, plus forte que ce qu'on a eu avant, et c'est ça le traitement, c'est la chimio très forte. Si on faisait que ça, le patient serait en aplasie pendant plusieurs mois, ça serait très dangereux. Par contre, si je fais la même chimio, le lendemain quand c'est terminé, j'injecte les cellules souches, elles vont toutes seules aller dans la moelle, se développer, et en 10-12 jours, on sort d'aplasie. Donc en fait, l'autogreffe, c'est permettre d'avoir une chimio forte. On passe à l'allogreffe. Allo, étranger. Là, les cellules souches, ce n'est pas le patient qui se le donne à lui-même, c'est un donneur.
Donc c'est plus complexe. Il va falloir regarder le système de compatibilité des tissus, CMH en français, HLA en anglais. Donc on va d'abord regarder dans la famille. Si on n'a pas, il y a un fichier international. Si on n'a toujours pas, on va regarder s'il y a des sons de cordon avec ces cellules souches. Et puis là aussi, à un moment où le patient est en très bonne réponse de sa maladie, alors c'est plus dans les leucémies aiguës qu'on fait ça, mais il y a certains lymphomes qui peuvent bénéficier de l'allogreffe. En ce cas-là, on va faire souvent une chimio pas forcément très forte, mais là, un rôle qui est majeur, c'est détruire le système immunitaire du receveur, du patient. Et ensuite, on va injecter les cellules souches. Et là, c'est les cellules souches qui font tout. C'est pas la chimio avant. Et les cellules souches, elles vont se mettre dans le système lymphatique, donc dans la moelle, mais également ailleurs, et elles vont reprendre leur vraie fonction d'attaquer les cellules anormales, c'est-à-dire les cellules leucémiques ou de lymphome qui pourraient rester. Vous voyez des mots très très proches, pas du tout pareil. L'autogreffe, le patient va être très fatigué, les effets de la chimio intensive, et puis ensuite c'est terminé. L'allogreffe, en général, au tout début, pas beaucoup d'aplasie, et puis surtout, par contre, il va avoir un déficit immunitaire pendant quelques mois. Et les complications, c'est ça, et notamment le greffon, parfois, peut attaquer la personne, qu'on appelle la GVH. Donc beaucoup plus lourd, beaucoup plus complexe, qu'on réserve à des maladies graves. Alors justement, dans quel cas on choisit de faire la greffe de cellules souches? Alors, ça évolue, bien sûr, hein, c'est le principe. L'autogreffe, on va rester dans les lymphomes, hein, pour être simple. L'autogreffe, actuellement, on la fait quasiment plus dans les lymphomes B diffus à grande cellule. On la faisait avant, classiquement, dès la seconde ligne, voire la première ligne selon les critères. Là, avec l'arrivée des CAR-T-cells, ça disparaît, parce qu'on a montré que c'était meilleur. Il y a des lymphomes qui ont toujours besoin d'une autogreffe en première ligne, comme lymphome à cellules du manteau. Ça a peut-être changé avec des études récentes, mais on garde quand même comme référence. Et puis, il y a une entité particulière qui est assez rare dans les lymphomes, c'est un lymphome du système nerveux central. Là, c'est plus récent, on s'est rendu compte que c'était un plus de faire l'autogreffe en première ligne. On va guérir 70% des patients, alors que c'était beaucoup moins avant. Ça, c'est pour l'autogreffe. Et puis après, ça peut être les rechutes, si on ne peut pas faire les CAR-T-cells, ou si rechute après les CAR-T-cells, et que je ne pouvais pas l'utiliser à ce moment-là. L'allogreffe, dans les lymphomes, il y en a très peu. Ça peut se discuter notamment dans des lymphomes de bas grade, comme les lymphomes folliculaires, les rares cas qui sont très graves, c'est-à-dire qui rechutent de façon serrée chez quelqu'un qui est relativement jeune. Là, ça marche bien. Et puis, très probablement, les lymphomes T dès la seconde ligne, lorsqu'ils rechutent de façon précoce. Donc, c'est assez peu, en fait, l'allogreffe dans les lymphomes, grâce aux progrès thérapeutiques qu'on a eu ces dernières années. Docteur Choquet, vous êtes chef de service en hématologie. Pourquoi avoir fait le choix de cette spécialité? Ah, j'ai fait pouf pouf. Non, pas du tout. Pourquoi? J'ai toujours une très mauvaise mémoire. C'est un peu paradoxal pour faire de la médecine. Donc, il me fallait une spécialité qui soit logique. Et l'hémato, il y a ce système un peu logique. C'est-à-dire que ça va marcher, tel traitement, parce qu'il y a tel marqueur. Le lymphome, il se développe à tel endroit, parce qu'il y a tel marqueur, parce qu'il y a telle physiopathologie qui est relativement claire. L'examen clinique, il est assez limité. La rate, la peau, est-ce qu'il y a des segments ou les ganglions? Vous voyez, c'est pas la finesse du neurologue, c'est pas les bonnes oreilles du cardiologue. J'avais pas besoin d'être bon cliniquement de ce côté-là. Beaucoup d'examens complémentaires. Et puis, c'est vrai qu'il y a un intérêt intellectuel majeur, parce qu'il y a beaucoup de pathologies différentes et parce que c'est probablement l'une des pathologies où il y a le plus de progrès thérapeutiques. Pourquoi? C'est pas parce qu'on est le plus fréquent, on est l'une des maladies les plus rares, mais probablement parce que c'est facile à utiliser, c'est dans le sang et les ganglions, alors que certains cancers, c'est dur d'avoir des cellules pour les utiliser. Donc tant mieux, on en bénéficie justement de ces progrès-là. Je regrette pas. Merci beaucoup. Je vous en prie.